Alors, l'objectif de cette session est de fournir aux participants une compréhension globale des défis liés au vieillissement avec le VIH, y compris la prévalence des comorbidités, et explorer les stratégies cliniques, communautaires et systémiques pour améliorer la qualité de vie et la prise en charge intégrée des personnes vieillissant avec le VIH. Nous aurons deux présentations introductives. La première sera faite par le professeur Biassor Fifonsi, que j'invite, que je vais présenter brièvement. Le professeur Fifonsi Biassor, comme l'a dit, est médecin de la santé publique et elle est gériatre. Donc, elle est bien dans son domaine, parce qu'on parle de vieillissement. Elle est maître de conférences agrégée en santé publique et coordonnatrice de recherche au centre de formation et de recherche en santé publique, le centre que le professeur Ekoebi dirige. Je lui fais un clin d'œil, à l'université de Lomé, au Togo. Ces thématiques de recherche sont les interventions en santé, les maladies transmissibles et non transmissibles et le vieillissement en Afrique. Professeur, vous avez la parole. Il faut l'accompagner. Bonjour à tous. Je viens d'être présentée, donc je peux me représenter. Alors, c'est Fifonsi Biassor, je suis médecin de santé publique, mais également gériatre, et donc j'ai le grand plaisir de vous parler de la thématique sur vieillir avec le VIH, les aspects cliniques et les comorbidités. Alors, avec l'accès au traitement antirétroviral qui s'est nettement amélioré au cours des 2 dernières décennies, le nombre de décès liés au VIH a fortement baissé et une personne vivant avec le VIH peut espérer vivre aussi longtemps qu'une personne de statut négatif pour le VIH. L'amélioration de l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH a été rapportée dans le monde, mais également en Afrique, ce qui soulève quelques questions. Quel est l'état de santé des personnes âgées vivant avec le VIH? Le système de santé sont-ils capables de prendre en charge les personnes âgées vivant avec le VIH? Quelles recommandations pour améliorer la prise en charge de cette personne âgée vivant avec le VIH? Avant d'aborder ces questions, il est essentiel de clarifier quand même la définition d'une personne âgée et d'une personne âgée vivant avec le VIH. Plusieurs critères sont utilisés, notamment le seuil d'âge. Le critère le plus utilisé, c'est le départ à la retraite et la personne âgée est souvent définie comme une personne ayant 60 ans et plus. Dans le pays développé, on a repoussé un peu ce seuil jusqu'à 65 ans, mais je vais vous choquer un peu, en Afrique, on est vieux à partir de 50 ans. En ce qui concerne les personnes âgées vivant avec le VIH, une publication était parue en 1990 et a utilisé le seuil de 50 ans parce qu'à l'époque, il était rare d'avoir des personnes vivant avec le VIH qui arrivaient à ce seuil d'âge. Dans une autre étude réalisée en 2012, les auteurs ont rapporté que les PV-VIH de 50 ans et plus avaient une moins bonne réponse immunologique comparativement aux PV-VIH plus jeunes.
les définitions ainsi clarifiées, nous abordons les aspects épidémiologiques pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Selon les données de l'ONU-SIDA, en 2025, publiées en 2025, en 2024, le nombre de PVVIH était estimé à près de 41 millions dans le monde et parmi elles, une PVVIH sur 4 avait plus de 50 ans. Entre 1990 et 2024, le nombre de PAVIH a été multiplié par 16. Selon le sexe, le nombre de personnes âgées vivant avec le VIH a plus augmenté chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, la tendance se réduit et il faut noter que dans les cohortes africaines, il y a plus d'hommes que de femmes que d'hommes. S'agissant de la répartition selon les régions, 62,5% des PAVIH se trouvent en Afrique. Il faut noter que 6,8% des nouvelles infections à VIH dans le monde en 2024 sont survenues chez les personnes âgées et 2 nouvelles infections sur 5 chez les personnes âgées sont survenues en Afrique. Le quart des décès liés au VIH enregistrés dans le monde en 2024 sont survenus chez les PAVIH et près de 7 décès sur 10 chez ces PAVIH sont survenus également en Afrique. Alors, ceci nous amène à aborder, après la description clinique, après la description de l'épidémiologie du VIH, nous amène à aborder les aspects cliniques qui sont liés au VIH, mais aussi non liés au VIH. Alors, 3 observations. On retrouve les mêmes comorbidités chez les personnes âgées vivant avec le VIH que les personnes âgées ayant un statut négatif pour le VIH. La prévalence de ces comorbidités augmente avec l'âge et leur fréquence est plus élevée qu'en population générale. En Afrique du Sud, la prévalence de l'hypertension artérielle et du diabète était estimée à 38,2% et 7,8% chez les personnes âgées vivant avec le VIH, contre 8,8% et 2,1% respectivement. La prévalence de l'association VIH et comorbidité était significativement plus élevée chez les personnes âgées vivant avec le VIH comparativement aux PVVIH moins âgés. En dehors des comorbidités, les personnes âgées vivant avec le VIH font face à des particularités cliniques appelées syndromes gériatriques, comme les personnes âgées séronégatives. Ces syndromes gériatriques sont les facteurs prédictifs de décès et d'utilisation de services. Dans une étude américaine, plus de la moitié des personnes âgées vivant avec le VIH étaient incontinentes, très fragiles ou encore avaient une dépendance pour les activités de la vie quotidienne ou instrumentale. Nous notons ici que près de 2 personnes âgées vivant avec le VIH sur 5 présentaient des troubles dépressifs. La majorité des syndromes gériatriques sont de dépistage facile, par des questions ou tout simplement en utilisant les paramètres anthropométriques. Toutefois, nous avons réalisé une étude dans 3 pays en Afrique de l'Ouest, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, et on s'est rendu compte que les syndromes gériatriques étaient dépistés dans 3 centres, mais ils n'utilisaient pas des outils qui sont validés pour le dépistage des syndromes gériatriques. Le concept de syndrome gériatrique reste peu développé en Afrique. Quelques rares études ont été réalisées. En Afrique de l'Ouest, une étude a été financée par l'ANRS sur les syndromes gériatriques et va bientôt débuter au Togo, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.
Concernant les aspects liés au VIH, le dépistage est tardif. 25 à 60% des personnes âgées n'ont jamais bénéficié d'un test de dépistage. Dans une étude qui a été réalisée en milieu hospitalier au Togo, la prévalence du VIH chez les personnes âgées était estimée à 6,5%. Pour plus de la moitié des personnes âgées vivant avec le VIH, il s'agissait de nouvelles infections. Les raisons du faible dépistage sont liées aux patients eux-mêmes, mais également au système de santé. Les faibles connaissances sur le VIH et la faible perception des risques sont quelques facteurs qui expliquent ce retard de dépistage. Il faut noter aussi que les campagnes de sensibilisation ciblent essentiellement les jeunes et on perçoit les personnes âgées comme des personnes asexuées. Claire. Relativement au traitement, il n'y a pas de directive spécifique pour les personnes âgées. On les prend en charge en prenant en compte des protocoles qui sont mis en œuvre pour les adultes et les jeunes adolescents. Cependant, elles sont exposées à une toxicité, notamment avec le dolutegravir, qui est le traitement qui est de première intention actuellement, à des toxicités neurocognitives psychiatriques, mais également à une prise de corps. Enfin, la polymédication, c'est-à-dire l'usage de plus de 5 médicaments, est fréquent chez les personnes âgées vivant avec le VIH. Dans une étude ougandaise, on s'est rendu compte que 15,3% des personnes âgées vivant avec le VIH avaient recours à au moins 4 médicaments en dehors des ARV. Le problème que ça cause, c'est que ça entraîne une mauvaise compliance au traitement, des interactions médicamenteuses, des chutes, une insuffisance rénale et d'autres conséquences qui sont listées sur la diapositive. Sur un plan macro, l'augmentation de la charge des comorbidités liées à l'âge entraîne une augmentation considérable de l'utilisation des services de santé et des coûts. Les personnes âgées font face à des dépenses catastrophiques de santé personnelle, à une perte d'emploi et d'autres facteurs économiques qui peuvent entraîner des interruptions de traitement, y compris le traitement antirétroviral. En conclusion, l'allongement de l'espérance de vie et la prévalence élevée des complications chroniques chez les personnes âgées vivant avec le VIH peuvent accroître la demande des services liés au VIH et nécessitent une approche ciblée. Pour maintenir les bénéfices des investissements mondiaux dans la prise en charge du VIH, notamment en Afrique subsaharienne, nous formulons les recommandations suivantes. Renforcer la sensibilisation sur l'infection à VIH chez les personnes âgées, renforcer le dépistage ciblé, promouvoir le dépistage et la prise en charge des syndromes gériatriques, accroître la recherche sur les déterminants de la santé et de la qualité de vie des personnes âgées vivant avec le VIH. Comme l'a si bien énoncé tout à l'heure Dr Mamoudou à l'entame de cette session, je vais également terminer mon propos en faisant un clin d'œil à Kofi Annan. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le vieillissement en bonne santé. Et plein de vieillissement en bonne santé, ce c'est tout. Merci de votre attention. Merci au professeur Pearson. Il faut l'accompagner encore avec d'autres activités. Il vient de donner un aperçu sur les données cliniques et sur les comorbidités par rapport au vieillissement avec le sida. Vous avez été choqués quand elle a dit qu'en Afrique, vieillir, c'est à 50 ans. Il paraît que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse,
C'est-à-dire, on est vieux jeune, et 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. On est jeune vieux. Mais 50 ans, j'avoue qu'on n'est pas prêt, même en Afrique, de vieillir à 50 ans. On va refuser de vieillir parce que la vieillesse, c'est aussi dans la tête. Donc, encore merci au professeur Biasson. Nous allons inviter notre deuxième présentatrice. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire, du CHU Trècheville, ou bien Trèchetown. Elle s'appelle Dr Nelly Assoumou. Elle est sociologue au programme PAXI en Côte d'Ivoire. Elle mène actuellement des recherches sur le processus d'engagement des personnes vieillissant avec le VIH et présentant des difficultés fonctionnelles dans le cadre d'un programme d'activité physique. Ses travaux antérieurs portent sur le VIH et ses comorbidités. Concernant le VIH, elle a étudié la mise en œuvre des politiques de dépistage en Côte d'Ivoire, ainsi que les stratégies de coping des personnes vieillissant avec le VIH dans différents contextes de suivi. Pour les comorbidités, elle a exploré l'acceptabilité du dépistage du HPV par autoprélèvement et du suivi post-thermoablation selon le statut du VIH. Professeur Dr Nelly Assoumou, vous avez la parole. Sa présentation va porter sur les modèles de soins intégrés pour les personnes vieillissant avec le VIH, études de cas régionales. Merci, Dr Mapoutou. Comme vous l'avez dit, ma présentation porte sur le modèle de soins intégrés pour les personnes vieillissant avec le VIH, études de cas. Donc, il s'agit d'une étude qui a été menée à partir de plusieurs constats. Et on sait maintenant que le vieillissement avec le VIH est désormais possible grâce à l'accès facile aux ARV. Mais ce vieillissement reste associé à l'apparition précoce de comorbidités et de limitations fonctionnelles qui sont susceptibles de restreindre la participation pleine et effective dans la vie sociale. Et du fait de l'insuffisance d'informations sur la situation des personnes vieillissant avec le VIH en Afrique de l'Ouest, et notamment en Côte d'Ivoire, on a mis en place deux études, Virage et Virage Plus à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et l'objectif était d'identifier la nature et la fréquence des limitations fonctionnelles et des comorbidités chez les personnes vieillissant avec le VIH. Et qui sont suivis dans des contextes différenciés, que ce soit spécialisés ou non spécialisés, et en comparaison avec des personnes non infectées. Virage a eu lieu dans 20 centres spécialisés de service des maladies infectieuses et tropicales, qui est situé au CHU de Trècheville. Certains sont spécialisés dans le suivi du VIH depuis les années 90. Et qui est situé au sommet de la pyramide sanitaire ivoirienne. Le Virage Plus a eu lieu dans un contexte non spécialisé, dans deux centres de premier recours situés au bas de la pyramide sanitaire. Et les deux études ont donné des résultats différents. Dans le contexte spécialisé, Virage Plus a démontré que les personnes qui vieillissent avec le VIH présentent des comorbidités et des limitations fonctionnelles qui sont modérées et similaires à celles des personnes non infectées. Et par contre, Virage Plus a montré que ces personnes ont des limitations fonctionnelles et des comorbidités plus fréquentes que celles des personnes non infectées. Alors notre étude s'est fixée comme objectif d'identifier les modèles de soins qui sont appliqués dans les contextes de suivi spécialisés et de suivi non spécialisés, et aussi de comprendre la manière dont ces modèles de soins influencent
des efforts sont déployés à les personnes qui vieillissent avec le VIH pour gérer ces comorbidités et les limitations professionnelles. Et ces efforts déployés sont appelés stratégies de coping. L'étude était qualitative, basée sur des entretiens semi-directifs de type narratif dans les différents centres de Virage et Virage Plus. Et ces entretiens ont eu lieu auprès de participants aux différentes études et de professionnels de santé. Au niveau des participants, on a les personnes vivant avec le VIH, des hommes, des femmes, des personnes scolarisées, non scolarisées, des personnes en couple, des célibataires, des personnes vivant moins ou plus de 10 ans avec le VIH et ayant plus de 50 ans. Et les professionnels de santé, c'était les médecins, les assistants sociaux, les conseillers communautaires. Et l'ensemble des données que nous avons recueillies ont suivi une analyse thématique avec le logiciel DITO. Et nos résultats ont montré que le modèle de soins dans le contexte spécialisé est holistique avec un aspect biomédical et un aspect psychosocial. Et c'est un modèle qui a été mis en place de manière progressive par les infectiologues au SMIC. Mais il faut dire qu'au début de l'accès aux ARV, ce suivi était plus focalisé sur les résultats biologiques qui comprenaient la prescription des ARV, les analyses de laboratoire, les réponses au traitement, la surveillance des effets secondaires biologiques. Mais avec l'expérience, les infectiologues ont trouvé utile d'intégrer à leur pratique l'écoute active, dont l'empathie, l'observation et des échanges réguliers qui portent sur les conditions de vie, les préoccupations, les attentes et les expériences des personnes vivant avec le VIH. Et un médecin infectiologue nous disait, en fait, on s'est rendu compte que ce que le patient demande vraiment, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Il faut l'écoute. La disponibilité et puis l'écoute. En fait, on tisse une amitié avec le patient. Par contre, dans le suivi non spécialisé, le modèle est principalement axé sur le biomédical, avec un suivi focalisé sur les résultats biologiques. Et un médecin généraliste nous disait à cet effet, notre approche, c'est plus il prend ses médicaments, il est supprimé. Ça là, nous, on est carré dessus. C'est notre objectif premier. Donc, on ne met pas trop l'accent sur les mesures d'hygiène et autres échanges. Et à partir des différents modèles de soins qui ont été mis en place dans les différents contextes, on a différentes stratégies de coping qui ont été également adoptées par les personnes vieillissant avec le VIH. Au niveau du suivi spécialisé, elles ont adopté et par la suite renforcé une approche proactive. Et dans leur parcours avec le VIH, après le diagnostic, avec les échanges réguliers médecins-patients et l'amélioration continue de la santé, elles ont reconnu la compétence des médecins infectiologues et aussi l'efficacité des ARV. Et cela a conduit au suivi strict des recommandations qui sont liées aux ARV et par la suite l'adoption de mesures d'hygiène de vie sous recommandation ou non des médecins. Et ces mesures se traduisaient par des régimes alimentaires moins gras, moins sucrés, moins salés, la réduction de la consommation d'alcool et de tabac et la pratique d'activités physiques. Et dès l'apparition des signes de vieillissement, toujours avec les échanges réguliers médecins-patients, elles ont reconnu leur capacité à bien vieillir et cela a conduit à la consolidation des mesures d'hygiène de vie
en plus du traitement ARV. Et les personnes qui avaient mis en place, qui avaient réduit leur consommation d'alcool et de tabac, ont arrêté définitivement cette consommation. Et celles qui pratiquaient l'activité physique ont augmenté leur fréquence d'activité physique. Et dans le suivi non spécialisé, les personnes vieillissant avec le VIH ont plutôt opté pour une approche réactive. Dès le diagnostic, après le diagnostic, avec l'amélioration de leur santé, elles ont reconnu l'efficacité des ARV et cela a conduit au suivi des recommandations liées au traitement. Elles ont adopté une mesure qui vise à optimiser l'efficacité des ARV. Et pour elles, cela passait par l'allègement de la charge de travail et aussi le repos. Et dès l'apparition des signes de vieillissement, elles ont considéré que ces signes font partie du processus normal de vieillissement. Et elles adaptent leur mode de vie en fonction des changements de leur organisme. Et cela passe de manière générale par la suppression des aliments qui sont mal tolérés. Donc l'étude nous a permis de comprendre que l'intégration de l'approche psychosociale en complément de l'approche biomédicale par les infectiologues a conduit à l'adoption et au renforcement d'une approche proactive dans le processus de vieillissement des personnes vivant avec le VIH. Et cette initiative, qui est beaucoup moins fréquente dans un contexte non spécialisé, conduit plutôt à l'adoption d'une approche réactive. Et nos recommandations se situent à deux niveaux. Au niveau des médecins, il faut renforcer la formation continue, notamment l'écoute active et la prise en compte des dimensions psychosociales dans leur pratique. Il faut promouvoir l'écoute active afin de favoriser une détection plus précoce des complications liées au vieillissement avec le VIH et aussi d'instaurer un climat de confiance qui va permettre aux personnes vieillissant avec le VIH de devenir actrices de leur santé. Et au niveau des personnes qui vieillissent avec le VIH, il faut encourager le partage de l'études relatives au vieillissement avec le VIH, avec les soignants et avec les pairs pour renforcer le soutien social et émotionnel. Il faut aussi encourager l'adoption précoce et durable des modes de vie sains. Il faut développer des programmes intégrés de prévention des comorbidités et des limitations des capacités fonctionnelles, par exemple l'activité physique adaptée, que nous sommes en train de mettre en place en ce moment au niveau de Virage Plus Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention. Si vous permettez, je vais partager avec vous une petite histoire personnelle. Quand j'étais jeune médecin généraliste, je travaillais dans un petit centre de santé communautaire et chaque fois en fin de consultation, il y a un vieux qui venait pour la consultation. Il n'était pas malade, je l'écoutais, il bavarde un peu, il cause un peu. À la fin, je lui prends quand même l'attention, je l'ausculte un peu et il s'en va. Il est très content. Et une semaine après, il revient, ainsi de suite. Et puis le personnel de soutien, un jour, a eu le courage de me dire, le vieux là, je ne mets rien dans le carnet, puisqu'il n'est pas malade. Il n'achète pas, il ne passe pas par la pharmacie pour acheter des médicaments. Et quoi, il vient chaque fois, alors qu'il n'y a rien, il n'achète pas de médicaments, mais il n'est pas malade, mais il a besoin d'être écouté parce qu'à la maison, il n'y a personne pour l'écouter, il est seul, il trouve ce qu'il cherche chez moi, il me prend comme sa fille, il aime bien ça, c'est pour ça qu'il vient. Donc, il ne faut pas l'empêcher de venir me voir. Et après, un autre cas, c'est un professeur d'université, en plus, c'est vrai qu'il est assuré, donc il profitait aussi de l'assurance. Et il venait, quand bien même il y a des gens qui le trouvent là-bas, il leur dit non, il n'a qu'à aller d'abord. Parce que lui, il veut passer du temps avec le médecin. Quand on lui dit c'est son tour, il dit non, vous pouvez aller. Il veut être le dernier à venir pour pouvoir bavarder, pour qu'on l'écoute, etc. Et moi-même, des fois, ça a commencé par me saouler.
et parce qu'il ne veut pas partir. Et j'ai géré avec l'infirmier pour lui dire quand il fait 20 minutes, au-delà de 20 minutes, il faut m'amener un dossier pour me dire qu'il y a un autre patient pour qu'il puisse partir. Donc c'est comme ça finalement je le gérais maintenant. Donc c'est vraiment important d'écouter les personnes, surtout les personnes âgées, et de communiquer avec eux. Je vais appeler les panélistes, les présentatrices d'abord, veuillez prendre place, et puis les panélistes. Du centre médico-social ou CIA de EVT. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en psychologie clinique et de la santé à l'Université de Lomé et d'un doctorat unique en santé et développement de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Il totalise 19 ans d'expérience dans la prise en charge du VIH dans le domaine de l'accompagnement psychologique de l'enfant, l'adolescent et les adultes vivant avec le VIH, l'ingénierie pédagogique et la formation et la recherche. De la formation et la recherche. Bienvenue à Jean. Adam est déjà passé par le panel précédent, donc je vais faire ça court quand même. Il est médecin de santé publique. Elle contribue depuis plus de 15 ans dans la lutte contre le VIH au Togo. Elle est responsable de l'unité prise en charge, soutien et traitement au programme national de lutte contre le VIH, les hépatites virales et les IST. Elle est membre du groupe thématique national pour le renforcement de la qualité de la prise en charge globale des PV-VIH, membre du groupe national de suivi, évaluation et recherche, membre du comité national d'orientation des propositions pour le Fonds mondial. L'exercice de sa fonction lui a permis de tirer d'énormes expériences dans l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et la mise en œuvre des interventions à l'échelle nationale. Elle dispose d'une expertise en ingénierie pédagogique dans la conception et animation de formation des prestataires théoriques. Deux dames, la sœur Marie-Stella Kwak. C'est une religieuse catholique hospitalière du Sacré-Cœur, reconnue pour son engagement dans la lutte contre les inégalités sociales et les problèmes de santé. Après ses premiers vœux en 1993, marquant le début d'un engagement profond dans sa vocation religieuse et humaine, elle poursuit ses études en soins infirmiers à Charleroi en Belgique. En 1995, le décès tragique et prématuré de son frère des suites du sida la pousse à fonder l'association Vivre dans l'espérance, vie, reconnue d'utilité publique par le gouvernement en 1999. Sous sa direction, l'association a mis en place divers programmes de prévention, soins des PV-VIH et de prise en charge des orphelins, visant à améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables et à promouvoir l'espoir et la dignité humaine. Successivement, en 2010 et 2011, Sœur Marie-Stella a été honorée par 2 distinctions majeures, Chevalier de la Légion d'honneur par la France ainsi que Chevalier de l'Ordre du Mono par le Togo, en reconnaissance de son travail exceptionnel et de son dévouement envers les populations en difficulté. En 2017, elle a reçu également le diplôme d'honneur décerné par le CNRS en reconnaissance pour ses services rendus au pays dans le cadre de la lutte contre le sida. Elle est auteure de 3 livres édités par Bayard Presse en France, Vivre dans l'espérance en 2012, Notre combat nous grandit en 2019, Les mains autour du baobab en 2025. Merci. Joyce qui nous vient du Kenya, vous avez vu cette prouesse animatrice tout à l'heure, et j'espère qu'à la fin, elle va nous en donner encore. Donc, elle est fervente défenseuse de la communauté vivant avec le VIH depuis plus de 24 ans, survivante de la tuberculose et militante de la santé publique basée au Kenya. Elle possède une solide expérience en mobilisation citoyenne, en plaidoyer et en intervention menée par les pairs. Elle s'efforce de faire entendre la voix des communautés marginalisées dans les politiques et les programmes de santé. Joyce est particulièrement engagée dans la promotion des droits humains, l'éducation au traitement et un engagement communautaire significatif dans la lutte contre la tuberculose, le VIH,
et d'autres injustices en matière de santé. Bienvenue à Joyce. J'avais tenu quand même à présenter cette petite bio des panélistes parce qu'on leur avait demandé, ils ont travaillé sur ça. Donc je me suis dit, il faut quand même les présenter. Mais je vous rassure qu'on n'ira pas à 18h. Déjà à 17h et quelques, on va finir. Alors, donc, nous allons commencer les questions avec Dr Adam, qui est du programme national de lutte contre le VIH. Dr Adam, quels sont les défis pour prendre en compte les besoins des PVVIH vieillissants? Qu'est-ce qui est fait en matière de prise en charge des comorbidités, notamment HDA, diabète, cancer et autres, par le programme, et quelles sont les perspectives d'avenir? À vous. Merci, merci encore une fois pour la parole. Je peux dire que quand on jette un regard sur les besoins sociaux et médicaux des seniors vivant avec le VIH, il va de toute évidence que la prise en charge nécessite une approche de santé intégrée. Et en dehors de cela, il va falloir probablement intégrer les pathologies liées à l'âge dans les consultations de routine des PVVIH. Et en tant que programme, nous pensons que cela va nous contraindre à développer une perspective de santé publique au-delà du VIH en vue d'améliorer la qualité de vie. Du coup, les principaux défis pour nous, dans un premier temps, c'est de disponibiliser une analyse situationnelle pour mieux connaître cette cible dans notre vie active et afin de mieux adapter les soins appropriés à chaque patient senior vivant avec le VIH. Le deuxième défi pour nous, c'est vraiment la ressource humaine, la qualité de cette ressource humaine à offrir les soins adaptés aux spécificités de la gériatrie. Déjà dans le pays, nous avons très peu de gériatres et l'enjeu ici, c'est vraiment arriver à développer des directives. Vous avez démontré tout à l'heure qu'il n'y a pas de directives. Dans ce sens, arriver à développer des directives et des protocoles standards, surtout simplifiés, pour que cela puisse être utilisé dans votre contexte de délégation de tâches, vu le profil des prestataires. Ce sera un grand défi. La disponibilité des outils aussi, pour évaluer la fragilité des PVVIH âgés, parce qu'il y a des outils qui sont vraiment qu'il faut utiliser. Ça va être de nouvelles approches, par exemple pour évaluer la masse osseuse, la masse musculaire, évaluer la cognitivité, la performance physique, les tests d'autonomie fonctionnelle. Donc ce sont vraiment des approches qui sont nouvelles pour nous. Il va falloir un véritable renforcement de capacité. Et en termes de défis également, on ne peut pas l'occulter, c'est vraiment les financements. Nous sommes actuellement dans un cadre de rareté des ressources qui vient d'être aggravé par la suspension du financement américain. Donc tout ce que vient de dire, on se demande est-ce que ce sera faisable. Maintenant, par rapport aux comorbidités, il faut dire que l'intégration des comorbidités dans la prise en charge du VIH est effective dans notre contexte, mais ce n'est pas très holistique, parce que c'est seulement la prise en charge des infections opportunistes qui est de pratique courante et qui est intégrée aux soins et qui est même dans la prise en charge sur tout le traitement qui est gratuit. Et cette prise en charge est basée sur l'approche syndromique et l'offre de soins est standardisée. Pour ce qui concerne les maladies non transmissibles comme le diabète, l'HTA, le dispositif de prise en charge est fragmentaire et puis la prise en charge reste entièrement à la charge des patients dans un contexte où la couverture sanitaire est peu fonctionnelle. Mais pour ce qui concerne le cancer du col, il y a un projet pilote de prévention et de dépistage qui est en cours de mise en œuvre. En perspective, nous pensons qu'il faut mettre en place une stratégie de prévention des maladies non transmissibles pour réduire le risque chez les PVVIH et renforcer les compétences des prestataires, renforcer la collaboration aussi entre les différentes parties prenantes et faire un plaidoyer pour une prise en compte des maladies non transmissibles dans le paquet de soins subventionnés pour les PVVIH. Merci.
vivement que ces nombreux défis deviennent des réalités. Il ne faut pas dire que ce n'est pas faisable. Ça peut toujours être faisable. Donc, merci beaucoup au docteur Adams et au programme pour tout ce qu'il fait, met en place pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH de façon générale et les personnes vieillissantes en particulier. Nous allons interpeller Augustin. Je ne sais pas s'il est vieux. Tu es déjà vieux. Tu as déjà plus de 50 ans. Donc tu es vieux jeune. Vieux jeune. Ou bien jeune vieux. Jeune vieux. Augustin peut nous donner des témoignages. Je l'ai présenté tout à l'heure. Vous savez qui il est. Donc comment vivez-vous le vieillissement avec le VIH? Tu dis que tu es vieux. Ce qui aide, qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qui vous semble le plus important pour bien vieillir avec le VIH aujourd'hui? Merci, docteur Angèle. Merci également, chers panélistes, et merci aussi ce parterre d'experts de tout genre, scientifiques, communautaires et autres. Le témoignage, c'est d'abord, c'est ma vie. Parce que ça fait environ 35 ans que je vis avec ce foutu virus qui pourrit énormément la vie, ça c'est sûr, qui pourrit énormément la vie. J'étais mort, je suis revenu à la vie parce que j'étais à la phase SIDA. Oui, et tout le monde m'assistait à mourir parce qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y en avait pas. Nous étions au sud, les médicaments étaient au nord. Ça, malheureusement, c'est la triste réalité. D'abord, nous avons refusé de mourir aussi. Si j'ai survécu, c'est que j'ai refusé de mourir. J'ai refusé de mourir. Le défi aussi, vivre avec le VIH, c'est très compliqué lorsqu'on a désiré le traitement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cette facilité, test and treat, et vous êtes très content. C'est ça aussi qui nous met beaucoup de bâtons dans les roues parce que une personne apparemment bien portante, lorsque vous lui demandez de prendre des traitements, ce n'est pas évident pour que cette personne puisse observer correctement. Nous, hier, on avait désiré le traitement comme la terre desséchée qui attendait la première pluie. Et chez moi au village, lorsque les premières pluies tombent, la terre boit goulûment l'eau qui tombe de première pluie et vous avez cette senteur-là de la terre brûlée que vous avez si vous avez vécu au village. Alors, le défi aujourd'hui par rapport à vieillir avec le VIH-Sida, hier, on n'avait pas cet espoir, on n'avait pas cette espérance, mais aujourd'hui, c'est réel. C'est réel parce que j'ai 25 ans de traitement, 25 ans de prise quotidienne, depuis 16 comprimés, aujourd'hui je suis à 1 comprimé, 16 comprimés de ce foutu médicament qui marche super bien aussi, parce que c'est ça qui me maintient à vie, sinon je mourrais. J'ai quitté 75 kg à 46 kg, j'avais la chair sur les os. Je me souviens de maman qui, suite à une pneumonie au chuseau, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, nous avons l'espoir. Il nous faut quand même, et de plus en plus, nous avons des meilleures générations de médicaments qui marchent super bien. Il faut aujourd'hui, par rapport à ce traitement, la gestion de tout ce qui est comorbidité. D'abord, avant d'en arriver là, il nous faut consulter. Il nous faut faire une consultation. La plupart des médecins, des soignants aujourd'hui, nous renouvellent les ordonnances. On ne fait pas de consultation. Vous ne nous faites pas de consultation. Bien sûr, vous aussi, c'est la lassitude. La même personne que vous voyez depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans aussi, après on peut banaliser. Et la personne psychologiquement, lorsqu'elle est forte devant vous, vous pouvez banaliser un certain nombre de choses. Je vous comprends aussi, mais vous devez faire votre travail professionnellement. Comme tout patient que vous rencontrez aujourd'hui, vous
prenez bien soin de ce patient, il nous faut consulter. Hein? Docteur. Il faut nous consulter parce que c'est fondamental. Parce que nous cachons beaucoup de choses. Nous cachons beaucoup de maladies, beaucoup d'affections. Mais une fois que vous venez, vous nous posez, on a mis des exemples. Des gens qui n'ont jamais raté aucun rendez-vous, mais qui sont sur monothérapie parce que l'autre traitement ne marche pas bien. Ils les cachent sous leur lit. Ils prennent une monothérapie alors qu'ils viennent prendre trithérapie. Et ils n'ont jamais eu le courage de le dire à son soignant. Maintenant, si le soignant ne creuse pas, il ne peut pas avoir cette information-là. Il va falloir creuser. J'ai la chance d'être suivi aussi un peu ailleurs. Si je vais là-bas, on me consulte des cheveux jusqu'aux ongles. On me voit, on me tourne. Vous voyez, il nous faut consulter. On ouvre ma bouche, mais aucun médecin ici n'a jamais demandé au physicien, ouvre la bouche, je vais voir tes palettes et autres là. Ça ne se fait pas. Pour mieux veiller avec, il faut nous consulter. La prise en compte des comorbidités, parce que ce soit personne vivant avec le VIH ou pas, ça va subvenir, le professeur l'a présenté aujourd'hui. La prise en compte, la vigilance par rapport à ces comorbidités-là, c'est fondamental. C'est fondamental parce que même les médicaments que nous prenons ont des effets énormes sur les organes vitaux que nous avons. Alors, la dernière question, je ne sais pas si je l'ai bien suivie parce que je vais terminer. Habituellement, je parle beaucoup, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup. Oui, j'avais demandé, le témoignage est fait. Ce qui aide, ce qui freine, ce qui manque. Ok, c'est ça. Moi, j'ai dit un peu ce qui manque. Il faut nous consulter. Il faut les meilleures générations de traitement. Si l'ingestion 6 mois peut nous soulager aussi, je pense que c'est fondamental. C'est très important. Les freins également, c'est aussi la stigmatisation. Malheureusement, la stigmatisation reste et les données que nous avons au niveau de l'Observatoire droits humains VIH également, l'autostigmatisation est en train d'augmenter. Et la masse des PVVIH se rétrécit également parce qu'on ne sont plus beaucoup. C'est une très bonne chose. Mais, comme on le dit, si nous ne sommes pas nombreux, c'est... Bon, je ne sais pas pour certains, on va vous expliquer après. C'est fondamental. Vous voyez, c'est fondamental. Il faut quand même en arriver là. Et des choses que nous cachons à cause de la stigmatisation et la discrimination, je pense que c'est aussi beaucoup de facteurs, beaucoup de freins. Et de plus en plus, on assiste aussi au décès des vieux séropositifs, malheureusement. De plus en plus, nous assistons au décès de vieux séropositifs et qui posent un certain nombre de problèmes. Mais les succès aussi, d'abord, j'ai une famille formidable. Depuis papa, maman, mes petits frères et mon petit frère, j'ai une épouse formidable aussi. J'ai des collègues hier très formidables, aujourd'hui de moins en moins. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. C'est humain aussi, hein? C'est humain, c'est la triste réalité. Mais en même temps, également, notre engagement aussi est fondamental. Notre résilience est également en face de ce virus. Aussi, en même temps, lorsque vous êtes aussi un leader, si vous franchez, les autres vont franchir. Et ça met une pression supplémentaire sur notre épaule également, pour lequel il n'y a pas assez de soutien. Vous voyez, il n'y a pas assez de soutien venant de ce pays ou ailleurs, mais c'est aussi des cris de cœur que nous vivons. Parce que, en dehors de l'appui familial, mes deux anges, Monique et Enoch, c'est aussi des éléments d'espérance. Je vais les voir grandir. Bon, Monique, c'est ma fille, hein, je l'ai vue hier, et Enoch a suivi après. Parce que j'avais refusé de faire des enfants. J'avais refusé, oui. Si je n'ai pas d'assurance que je vais faire un enfant sain, je ne le ferai pas. Et c'est pourquoi c'est hier que j'ai démarré.
C'est hier que j'ai démarré. Voici un grosso modo. Alors, vieillir avec le VIH c'est possible, je vais finir. Vieillir avec le VIH c'est possible, mais on ne peut pas vieillir avec le VIH sans vous les médecins, sans vous les chercheurs, sans vous les partenaires pour financer les différents programmes, sans une démocratie dans la fixation des coûts. Les firmes pharmaceutiques, ça n'engage que moi, c'est la plus grosse mafia au monde. Ça n'engage que moi malheureusement. Mais c'est aussi fondamental de trouver, parce qu'on a fait beaucoup d'actions à l'international. Je suis allé sur plusieurs fronts à l'international contre ces firmes pharmaceutiques, mais de plus en plus nous avons les meilleures qualités de médicaments. On a donné le coût d'un médicament aujourd'hui, certains ne l'ont pas bien suivi, c'est 40 000 $. C'est du n'importe quoi. Toute ma vie, le travail que je fais, je ne peux pas me payer ça un seul mois. Vous voyez, dans un pays là, c'est compliqué. Il y a l'espoir que nous ayons des meilleurs médicaments, l'espoir de s'approcher à ce bout. À cette espérance-là, je vais m'en arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir été très long. Merci aux questions, mais tu as déjà répondu, notamment le soutien qui a été utile. On note, on a compris qu'il faut le soutien familial, il faut le soutien de l'environnement, il faut la qualité des soins. Prochainement, quand tu iras voir le médecin, ouvre la bouche, dis-lui de regarder dans ta bouche. Bon, nous allons nous tourner vers Joyce. Vous avez entendu aussi son parcours tout à l'heure. Je vais pratiquer mon anglais. Et je vais lui poser la question en anglais. Joyce, what are the main challenges encountered? Health, stigma, isolation, access to care. What are your recommendations for older people living with HIV? I hope I have understood it. So, as a person living with HIV, I've lived with HIV for over 24 good years, and I'm able to achieve durable and detectable viral load. So I'm also a cervical cancer survivor, and I've gone through cryotherapy 3 good times. Aging gracefully with HIV, I'm also a TB survivor. I have survived COVID, and it is not just COVID, I survived long COVID. I have survived gender-based violence, and it is not just gender-based violence, it is sexual gender-based violence. So I am a jack of all trades. Aging with HIV at 52 years, there has been a lot of challenges, especially in people living with HIV and aging. They face a lot of comorbidities, especially cardio-like diseases. They have diabetes, they might be having cancer and other underlying conditions. But when it comes to seeking health care services, they are always left out because maybe they are growing older and they cannot have access to the healthcare facilities easily. Again, another challenge is drug interaction, because now when you're taking your ARVs, and thank you to science for evolving. We used to take a lot of drugs during those days, and the pill burden was too much for us. But today, a pill a day keeps HIV asleep. So when we take many drugs, sometimes they also affect our immunity, and we also get other comorbidities during adherence. And then when you're aging with HIV, HIV fastens aging. It means that when you're living with HIV and you're taking your drugs, you get older faster than somebody who is not living with HIV. I can attest to that. At home, they call me under 18 as the youngest sex worker in Kenya. We also face stigma and discrimination because we find that when you're aging with HIV, you have a lot of issues with family, issues with the communities. So people tend to keep away or isolate you because they feel you, it's like you're disturbing them. Especially even the children can stigmatize you, can discriminate you, because today they take you for cancer treatment, the other day you want
to go for arthritis treatment the other day, so they even tend to get tired of you. So I think as communities or as activists, we call upon the government to integrate healthcare services for aging persons with HIV, so that then they are able to get all the comprehensive healthcare packages at one point. And again, as activists, we call the government to look into the policies that also supports people aging with HIV because of their condition. We say HIV is not a disease, it is just a condition that is manageable. But now, while we are managing HIV and even achieving the undetectable viral load, we look at the aspect of what after achieving U is equals to U. So advanced HIV kills more than HIV. Thank you. Nous allons nous tourner vers les responsables associatifs. La sœur Marie-Stella. La sœur, vous avez écouté son histoire aussi, ce qui l'a amené dans cet engagement. Alors, ma sœur, comment renforcer les liens entre associations et structures de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées vivant avec le VIH? Je pose la question parce que j'ai coupé un peu sa bio, et dans sa bio, elle a parlé de relations entre associations et structures de santé. C'est pour ça que je lui ramène la question. Et quelles sont les actions communautaires qui ont montré un impact positif pour les personnes âgées vivant avec le VIH? Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Alors, je voulais d'abord remercier Augustin, parce que Augustin et le feu Maggie, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années, ont été les premiers à témoigner à visage découvert pour m'aider à la création de cette association Vivre dans l'Espérance. Et tout à l'heure, c'est vrai, j'ai été touchée directement à cause de mon frère qui est décédé dans les années 95. Et si on revient à l'histoire, on voit bien quel a été le drame de cette maladie. Alors, la relation entre, et comment renforcer les liens entre associations et structures, c'est vrai qu'au début de la maladie, moi j'étais déjà infirmière. Donc c'est ça qui m'a un peu aidé à lier la maladie par rapport aux associations et aux centres de santé. Donc dans les structures, au début, je ne connaissais pas beaucoup le CNLS, le PNLS, l'organisation, parce que nous sommes à 680 km de Lomé, mais très rapidement, un an après, quand j'ai découvert les structures de l'État et certaines associations, j'ai été amenée à aller dans certaines associations et structures pour comprendre comment prendre en charge les malades du sida. Je suis allée au Burkina, j'ai passé une journée. C'est là vraiment que j'ai appris l'approche communautaire qui m'a vraiment aidé à créer l'association. Après, je suis allée en Côte d'Ivoire, à Treichville, pour voir un peu la prise en charge. Tout à l'heure, quand le médecin parlait, je revoyais un peu les malades de Treichville que j'ai rencontrés. Je pense qu'au niveau politique, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en route. Et au niveau des associations, nous travaillons déjà en collaboration avec certaines associations. Il faudrait un peu plus pour le partage d'expériences. Moi, je pense que ce qui nous fait grandir, c'est le partage de l'expérience qui nous font grandir dans la prise en charge pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, les personnes âgées. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure à Augustin que ma première fille avait 32 ans avec la maladie du VIH. Mais qu'est-ce qui l'a fait tenir pendant les 32 ans? Elle a été, je l'ai dépistée en 98 quand j'ai commencé l'association, après avoir enterré père, mère et 2 autres de ses frères. Et le jour de l'enterrement de sa sœur aînée, qui s'appelle Maggie, à qui j'ai donné le nom de l'hôpital aujourd'hui, Maggie, elle m'a appelé, elle me dit, ma sœur, vous allez me faire un vœu. Et
nous allons aller devant la Vierge Marie. Bon, je suis religieuse, donc. Alors, on est allé devant la Vierge Marie, il n'y avait pas de traitement. Elle me dit, tu vas me rassurer qu'on ne parlera plus jamais de la mort. On parlera de la vie. Moi, à ma mort, vous ne pourrez pas compter les voitures qui viendront pour mon enterrement. Et alors qu'elle était en pleine maladie du VIH. Et c'est là, devant l'incapacité de répondre à son besoin, je me suis tournée vers la Côte d'Ivoire, qui avait déjà les ARV pédiatriques. Et donc c'est là qu'on a commencé son traitement, et aujourd'hui, elle vit avec une personne non infectée, et mariée depuis 1 an, et avec un enfant non, comment on appelle ça, contaminé. Alors, je dirais que ce qui peut nous aider dans cette situation, c'est de rassurer la personne, donner confiance et se battre avec. Plusieurs fois, j'ai eu des malades. Le premier malade que j'ai eu accompagné en Belgique m'a dit, ma soeur, vous êtes religieuse? J'ai dit oui. Alors, si vous venez pleurer avec moi, sachez que je n'ai plus de larmes pour pleurer. Si vous venez me juger, sachez que je suis déjà jugé. Mais si vous venez pour m'accompagner, soyez la bienvenue. Je crois que c'est important. C'est écrit nulle part. Mais avec la personne qu'on accompagne, avec les structures qui sont avancées, on peut inventer 1001 gestes pour accompagner la personne vivant avec le VIH à vieillir avec. Et nous, au sein de l'association Vivre dans l'Espérance, nous avons mis la stratégie communautaire au cœur de l'association. Parce que je me suis dit, c'est vrai, quand j'ai accompagné mon frère, je me suis rendu compte de l'impact de la communauté, de la famille sur la maladie. Et j'ai pris comme slogan, l'Africain est un homme communautaire. Un Africain seul est un Africain mort. Un Africain, comment on appelle ça là, restauré dans sa communauté est un Africain qui peut vivre. Alors, du coup, la maladie du VIH nous a amené vraiment à laisser le malade dans sa famille, partir de sa famille, de sa communauté pour annoncer le résultat, appeler le malade à partager son résultat avec la communauté. Parce que si le malade ne partage pas, je ne vois pas comment la personne peut vieillir. Parce que comme Augustin a dit tout à l'heure, c'est difficile psychologiquement de porter seul. Là, il y a des jours où on n'a pas envie de prendre les médicaments. Il y a des jours où on se dit on est bien portant, à quoi bon de prendre les médicaments? Il y a des jours où on se dit, écoutez, je pense que le virus ne réagit plus et on y va quoi. Et puis au moment où on vient, au moment du vieillissement, on a quelques malades qui vieillissent avec la maladie. Certains ne se rappellent plus. Alors si la communauté n'est pas impliquée, comment amener la personne âgée à prendre ses médicaments? Ça c'est difficile. Elle est confuse et elle ne pourra pas prendre ses médicaments. Et pour les jeunes, c'est vrai qu'ici on parle des personnes âgées, mais comme je dis, j'ai des enfants qui ont 25 ans, j'ai des enfants qui ont 30 ans aujourd'hui, depuis nés avec la maladie. Alors pour eux, nous commençons l'annonce de la sérologie à partir de l'âge de 5-6 ans, pour leur dire les raisons pour lesquelles ils prennent les médicaments. Parce que quand on atteint l'âge adolescent, on les surprend en ce moment. Et en les surprenant, on brise un peu leur avenir. Parce que l'adolescent a déjà des projets d'avenir. Vous voyez, et quand vous leur annoncez à cet âge-là, c'est vraiment très difficile pour nous qui accompagnons et pour les jeunes de se retrouver. Donc nous avons un programme appelé Memory Box que nous avons, comment on appelle ça, copié de l'Afrique du Sud. Un programme que nous avons mis au sein de l'association pour l'accompagnement et des enfants, et des jeunes, et des personnes âgées. Comment la personne peut partager sa sérologie à son enfant. Comment l'enfant peut partager sa sérologie à ses camarades, à son entourage, pour mieux avancer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui sont nés avec la maladie et qui ont des projets de vie.
Actuellement, cette année, j'étais très contente parce que sur 15 enfants qui ont reçu le bac, il y en a 5 qui sont nés avec la maladie, qui ont eu le bac et avec comment on appelle ça, des belles notes qui pourront faire des bonnes études. Donc c'est important, comme on a dit, d'écouter. C'est important que la personne nous fasse confiance, que nous rentrons dans sa vie pour pouvoir, comment on appelle ça là, l'accompagner, le comprendre et cheminer avec. Donc ça montre qu'il faut vraiment connaître le milieu de vie de la personne, la culture de la personne aussi. Je disais que c'est vraiment important. Ici, on est de cultures très différentes. Bon, peut-être, quand je prends la culture Moba et la culture, comment on appelle ça, Gakam, c'est deux choses très différentes. Alors, si vous n'avez pas compris la culture dans laquelle vient la personne, l'accompagnement, on le rate. Et si on ne met pas, on n'implique pas la communauté, on ne peut pas espérer que la personne vivant avec le VIH peut vieillir avec la maladie. Nous devons arrêter de cacher nos maladies. Nous devons arrêter ça. Et puis essayer de créer des structures où on met ensemble et les personnes infectées et les personnes non infectées. C'est ce que nous venons de faire en créant une école et en invitant vraiment le village à venir inscrire leurs enfants dans nos écoles où on a les deux enfants, infectés et affectés. Et ça marche très bien. Je crois que le manque de communication, le manque quelquefois de compréhension de cette maladie et d'information juste de ce que c'est que la maladie du VIH amène des incompréhensions qui amènent quelquefois le malade ou la personne à ne pas vieillir. Mais pour bien vieillir, il nous faut tous ces éléments-là. Et ce sont ces éléments on invente tous les jours. Les gestes sont à inventer tous les jours. Voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à... Merci beaucoup à la soeur Marie-Stella. C'est une session. Pour finir, le dernier panéliste, c'est Jean-Marie. Vous avez écouté tout à l'heure son profil. Donc, il travaille à EVT en tant que psychologue. Et je vais lui demander quelle est la place pour la santé mentale et le soutien psychologique dans la vie des personnes âgées vivant avec le VIH. Merci, docteur. La place de la santé mentale. Si je vais répondre directement, je dis que la santé mentale prend toutes les places. Oui, alors, et je voudrais juste introduire en disant que je me rappelle la première fois où j'ai été recruté comme psychologue, j'ai fait 2 jours et après, mon employeur m'a appelé pour me demander qu'est-ce que tu peux faire. Donc ça veut dire que c'est difficile de savoir ce qu'un psychologue va faire. Moi-même, je me suis demandé, alors pourquoi on recrute? Aujourd'hui, au niveau du Togo, la place de la prise en charge de l'accompagnement psychologique des travailleurs de la santé mentale est bien établie. Et cette année, le Togo a encore réalisé une étude sur la santé mentale, ce qui est déjà très intéressant. Donc ça veut dire que la place est en train d'avancer. Alors, avant d'aller dans de quoi nous parlons exactement et ensuite donner un ou deux chiffres, je voudrais donner un petit témoignage. C'est une patiente de 54 ans dont la fille vit en France qui a insisté pour que je la reçoive et je l'ai reçue il y a 2 semaines. Elle est hypertendue, sous traitement, mais la tension est toujours à 17. 16, 17, donc c'est une médiatrice qui a insisté pour que je la reçoive. Quand je l'ai reçue, on a fait l'entretien. Tout de suite, j'ai compris la cause de son problème. Je lui ai expliqué un peu, mais on va parler de la pratique clinique. En tout cas, ce que nous avons fait, on a fait une relaxation qui est simple, que tout le monde peut même faire seul. Juste à l'issue de la relaxation de 5-7 minutes, elle s'est endormie. C'est dans un fauteuil devant moi. Moi, j'étais debout devant elle et je l'ai laissée. Quand elle s'est réveillée, elle avait la tension qui était à 16. Après, je lui ai dit, si tu veux, on va te conduire au lit, tu vas te reposer un peu. Et quand on a mis la tension à la fin, celui qui a mis la tension, c'est dans la salle, c'était 12. Après, j'ai dit, non, continue de prendre tes soins et mesurons la tension.
elle a suivi 4 jours après le contrôle. Ça, c'est un peu stabilisé. 12, 13, 12, 13. C'est pour dire que la santé mentale soutient tout ce qui est pathologie associée et pathologie qui caractérise le vieillissement de tous de manière générale. Alors, à Espoir Vitoro, vu que nous avons la chance d'avoir un psychologue dans l'équipe, on a été très attentif à cette question et en 2024, on a fait une petite enquête sur les facteurs associés à la détérioration de la santé mentale, conduisant à la rupture du lien thérapeutique et l'émergence de pathologies associées. La communication a été faite à partir de 2024 à regarder. Néanmoins, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, parmi les facteurs principaux, les premiers facteurs sont psychologiques. Les deuxièmes facteurs, c'est les facteurs de l'addiction et la consommation de substances, y compris les produits pharmaceutiques de la rue et tout ce qui va avec. Et le troisième élément, c'est les facteurs sociaux, notamment la précarité, la solitude, le fait que les enfants ont pris des bourses, ils sont partis et qu'on se retrouve seul dans la famille. Alors, je vais donner quelques précisions sur les facteurs psychologiques. Les troubles dépressifs dans la file active, de manière générale, donc représentés par l'échantillon que nous avons eu, montrent une prévalence de 1 sur 3, à peu près 33%. Donc, quand j'ai entendu le professeur dire 2 sur 5, j'ai dit, ah, voilà, ça y est. Et les troubles anxio-dépressifs, qui sont souvent attachés aux violences basées sur le genre, très fréquents, mais qu'on ne regarde pas, y compris chez toutes les populations. Il y a aussi les violences liées au traitement, à la stigmatisation et à l'annonce du statut, même chez les patients qui ont plus de 15 ans de traitement. On sent qu'ils ne sont pas toutes et tous résilients par rapport aux blessures de l'annonce violente qu'ils avaient déjà reçue. Les troubles du stress post-traumatique, c'est représenté dans 15% des cas. Et la dame dont je viens de vous parler, elle a fait un trouble post-traumatique associé à son vécu du VIH. Parce que dans l'analyse, elle m'a dit qu'il y a un monsieur qui a tenté de la décapiter 3 fois quand elle était touchée. Et c'est le monsieur même qui a avoué ça après. Parce qu'elle ne fermait pas sa porte, c'est poche. Il était entré dans sa chambre avec une machette sous l'évocation d'une éthiologie sorcière de tout ce que vous connaissez dans le contexte de la fiction. Donc quand elle a appris ça, c'est à partir de ce moment que ça a basculé. Après, le monsieur est décédé, mais elle fait la réflexion. Chaque fois qu'elle voit un homme de sa statue, bien il voit passer toujours l'image. Donc, mine de rien, on traîne une pathologie qu'on peut normalement éliminer très rapidement. Par rapport au facteur lié à l'addiction, là c'est encore plus sérieux. Nous avons l'alcoolisme, c'est dans 29,9% des cas, y compris chez les femmes comme chez les hommes. Ce qui est surprenant, les femmes qui prennent de l'âge consomment l'alcool presque comme les hommes, mais en individuel. C'est pas en groupe. Voilà. Il y a les substances psychoactives, telles que, pour certains hommes, le cannabis, quelques cas de cocaïne, on a les amphétamines, les opiacés vendus sous toutes les formes, très accessibles. Quand vous allez sur le marché, et souvent on dit, je suis fatigué, j'ai fait un travail pénible, quand je pense ça, je dors bien. Et puis après, ça devient une addiction et on est parent. Je ne vais pas citer d'autres produits dont les noms sont très connus pour des raisons commerciales. Oui. Et maintenant, par rapport aux facteurs sociaux, la vie chère, le chômage, la pénibilité du travail. Là, on a noté chez les personnes qui font un travail physiquement prenant, tels que les taxis, motos qui prennent de l'âge, les artisans, les maçons, les commerçants, qui ont un accès difficile aux soins médicaux. Ceux qui procurent ces produits-là, ils tombent dans la dépendance. La solitude et le divorce. Les personnes âgées, généralement, se retrouvent au soir de la vie
seules, mais les personnes vivant avec le VIH plus encore. Et nous avons l'indisponibilité des soins de santé mentale, même primaires. Aujourd'hui, au niveau national, il y a le PH4, c'est-à-dire les 4 questions fondamentales que n'importe quel médiateur, n'importe quel clinicien peut poser pour avoir l'alerte d'une dépression ou d'un problème de santé mentale sont en train d'être intégrés aux outils de prise en charge et ça peut déjà aller. Et puis après, maintenant, il faut que, si cela est possible, qu'on puisse structurer mieux le problème de la santé mentale et évaluer son impact par rapport aux maladies transmissibles. Donc, je m'arrête là. Et pour conclure, nous avons estimé le risque. Et les troubles dépressifs sont associés à 4 fois plus d'émergence de maladies cardiovasculaires et aux luttes thérapeutiques. Donc, le ratio, ça fait ici 4,1. Les troubles anxieux généralisés, c'est ça qui suit 3,2% comme autre ratio ajusté. Le tabagisme, l'alcoolisme et tout le reste est après. Donc, vous voyez que si on arrive à prendre en charge de la santé mentale, ça peut améliorer les pathologies associées. Je vous remercie.